le Premier ministre et la ministre du Travail que l'on va écouter en direct de Matignon. De présenter aux partenaires sociaux les textes des ordonnances écrits au terme d'intenses discussions. Je veux vous expliquer aujourd'hui le sens et la portée d'une réforme ambitieuse, équilibrée et juste. Le droit du travail est au cœur du modèle social français. Et il va le demeurer. Sa première mission est de protéger, insérer dans l'emploi celles et ceux qui en sont éloignés, permettre l'organisation d'un dialogue social constructif, équilibré, serein, à tous les niveaux. Enfin, aider les entreprises, en particulier les plus petites, à faire face aux coups durs quand ils surviennent, mais aussi à développer leur activité avec elles, l'emploi et le pouvoir d'achat. Voilà quelles sont les missions du droit du travail, ni plus ni moins. Organiser, permettre, protéger. La France est un État de droit. C'est un État de droit social. Et elle le restera, parce que c'est dans sa nature, parce que c'est dans son histoire, parce que nous sommes tous attachés à ces garanties qui sont un puissant facteur de progrès humain. Mais nous devons aussi tenir compte d'une situation, d'une donnée. Cette situation, c'est celle de notre pays, qui se caractérise par désormais des décennies de chômage de masse. Chacun ici a, je crois, parfaitement conscience de ce que représente ce chômage de masse en termes d'angoisse, d'appauvrissement, de désespoir, d'isolement parfois, de gâchis humain, financier, économique, social. Bref, de combien ce sujet du chômage de masse doit être au cœur des grandes transformations que nous voulons mettre en œuvre pour réparer le pays. Bien évidemment, nous savons que le droit du travail n'est pas la première cause du chômage en France. Bien entendu. En aucune façon. Mais nous savons aussi que si nous voulons avancer sur la question de l'emploi, nous allons devoir traiter tous les aspects, toutes les causes du chômage ensemble. Personne aujourd'hui ne peut sérieusement soutenir que notre droit, et notre droit du travail en particulier, favorise l'embauche. Personne ne peut sérieusement soutenir qu'il protège efficacement et qu'il aide au développement efficace, durable des entreprises. Cela a peut-être été le cas dans le passé, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Et la vérité, c'est que pour le patron, ou plus exactement et plus souvent pour le patron d'une petite entreprise, voire d'une très petite entreprise, ou pour l'investisseur étranger, le droit du travail tel qu'il existe dans notre pays est souvent perçu comme un frein à l'embauche, comme un frein à l'investissement, comme un élément qui, parce qu'il serait trop incertain, ne permet pas justement de garantir la visibilité, la prévisibilité indispensable au développement de la vie économique. Les 5 ordonnances que nous venons de communiquer aux partenaires sociaux, qui sont désormais publiques, se proposent de rattraper des années perdues. Des années de rendez-vous manqués, peut-être mal négociés, peut-être mal expliqués, peut-être mal compris, mais toujours repoussés ou affadis. Il aurait probablement été plus simple et moins risqué de continuer à traiter les symptômes de notre mal plutôt qu'à les soigner. Mais le président de la République, le gouvernement et la majorité parlementaire ont été élus et désignés pour faire. Alors nous faisons avec détermination et avec confiance. S'il nous a semblé possible d'avancer, c'est que dès le départ, nous avons eu les idées claires sur la méthode à employer. Et cette méthode, au fond, elle est assez simple. Elle a consisté à d'abord dire ce que nous allions faire,
Le président de la République en a parlé pendant la campagne présidentielle. Le gouvernement en a parlé pendant la campagne des législatives. Les Français ont voté. Ils ont élu Emmanuel Macron président de la République. Ils lui ont donné une majorité législative sur le fondement de ce programme et sur le fondement d'une méthode dont je me permets de rappeler qu'elle avait été présentée avant les élections législatives. Nous avons donc reçu un mandat sur la réforme du droit du travail. Mandat d'autant plus grand que la loi d'habilitation qui a été discutée longuement et votée par le Parlement organise, délimite le champ dans lequel ces ordonnances doivent aller. Dès ma nomination, nous nous sommes attachés avec Madame la ministre du Travail à traduire ces engagements dans les faits. Et ce qui vous est présenté aujourd'hui est conforme au cap qui avait été fixé au début du processus. Mais, et je veux insister sur ce point, nous n'avons pas voulu confondre vitesse et précipitation. Malgré l'urgence de la situation, nous avons tenu à écouter, à respecter, à discuter avec les organisations syndicales et patronales en leur témoignant notre confiance. Nous avons concerté. Les mots ont leur importance. Concerter, ça n'est pas simplement écouter, c'est plus que cela, c'est comprendre la logique, les contraintes, les doutes, les demandes de nos interlocuteurs pour faire évoluer nos positions et préciser ce qui doit l'être. La concertation, c'est un processus continu, c'est une course de fond. Chacun est libre, bien entendu, d'être pour ou d'être contre les textes que nous proposons désormais. C'est normal, c'est même nécessaire, c'est le propre d'une vie démocratique intense et nous devons d'une certaine façon nous en féliciter. Encore faudra-t-il que ces désaccords s'expriment dans le cadre prévu à cet effet par les institutions démocratiques. Fort de ces principes, nous avons multiplié les réunions avec les partenaires sociaux, sans exclure personne, avec le souci constant, et j'y insiste, de traiter toutes les organisations syndicales et toutes les organisations patronales avec le même respect dans le temps que nous passions avec elles, dans la qualité des informations que nous échangions avec elles et dans la volonté qui a été constante pour nous de ne privilégier aucun par rapport aux autres. Cette méthode, elle a permis que le texte que nous présentons aujourd'hui, les textes, puisqu'il s'agit de 5 ordonnances, soient différents de ceux que nous aurions présentés si nous les avions rédigés sans cette concertation. Et c'est pourquoi, quelles que soient les positions que prendront les organisations syndicales ou patronales, quels que soient les avis qu'ils formuleront, quelles que soient les oppositions qu'ils seraient amenés à formuler, je voudrais les remercier très sincèrement du caractère direct, respectueux et intelligent de nos échanges. Personne ne s'est renié dans ces discussions. Toutes les choses ont été dites directement. Il y a des divergences, nous les assumons. Avant que Madame la ministre présente le détail de la réforme, je voudrais insister sur les quelques axes directeurs de cette réforme. J'en vois 4. Le premier, c'est, conformément aux engagements qui avaient été pris par le Président de la République, le développement massif du dialogue social, dans l'entreprise et dans la branche. Et je précise bien, dans l'entreprise et dans la branche. L'entreprise sera désormais le niveau essentiel du dialogue social, grâce à la mise en place des accords majoritaires. C'est un acte de confiance dans la capacité des entrepreneurs et des organisations syndicales à trouver des solutions pour développer leur entreprise et pour développer l'emploi. Mais comme l'ont demandé nos interlocuteurs, nous avons, dans le même temps, précisé et enrichi le rôle de la branche. Parce que la France a besoin de branches puissantes, organisées, légitimes, pour traiter de façon cohérente des thématiques qui concernent non pas seulement des entreprises, mais des pans entiers de notre économie. Elles seront restructurées, pour certaines elles seront fusionnées, mais elles seront toutes renforcées.
Ce dialogue, dans l'entreprise, se déroulera dans une seule instance, le comité social et économique, au lieu des 3 qui prévalent aujourd'hui dans les entreprises de plus de 50 salariés. C'est une mesure qui est évoquée depuis de nombreuses années. De très nombreux rapports l'ont préconisé. Nous la ferons. Le deuxième axe de cette réforme, c'est la construction de vraies garanties pour tous. C'est notamment la question du barème des dommages et intérêts. Notre objectif est simple, il s'agit de favoriser la création d'emplois en apportant beaucoup plus de sécurité et de visibilité au chef d'entreprise dans sa décision d'embaucher et plus de garanties aux salariés. Le troisième axe, il sera souligné à l'envi à la fois par Madame la ministre du Travail et par tous les commentateurs parce qu'il est au cœur de cette réforme. C'est la volonté d'apporter des solutions adaptées aux TPE et aux PME qui constituent le plus vaste gisement d'emplois dans notre pays. 9 entreprises sur 10 sont des entreprises de moins de 50 salariés et plus de la moitié des salariés français travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Quel était le problème ? Les TPE sont les éternels oubliés des réformes du droit du travail. La plupart du temps, elles sont pensées, discutées, négociées pour les grandes entreprises. Et depuis plus de 20 ans, nous cherchons, quand je dis nous, c'est le dispositif français du droit du travail, cherche un système qui leur permette d'organiser un droit du travail adapté et d'accéder à une capacité de discussion à l'intérieur de ces entreprises pour négocier des accords collectifs. Alors même qu'elles n'ont généralement pas de représentation syndicale et parfois pas d'élus du personnel. C'est donc une équation délicate à résoudre et Madame la ministre détaillera les solutions que nous avons trouvées et que nous allons mettre en œuvre. La logique, elle est simple, c'est diffuser la concertation, le dialogue, la capacité de s'adapter dans des entreprises où jusqu'à présent rien n'était vraiment prévu pour cela, sans alourdir démesurément les obligations et les contraintes. Je crois pouvoir dire, mesdames et messieurs, qu'un texte ou une série de textes prévoyant un dispositif aussi complet de réforme concernant les seuls TPE-PME est une première. Enfin, dernier axe, le renforcement de l'attractivité économique de notre territoire, en accord avec la direction générale fixée par le Président de la République et que le gouvernement entend mettre en œuvre. Les entreprises, en particulier celles qui sont soumises à une concurrence très forte, doivent pouvoir organiser une gestion prévisionnelle des emplois. Et nous savons tous que plus nous retardons les échéances, plus les chocs sont violents pour tout le monde. C'est pourquoi nous allons construire un dispositif sécurisé et avec de nouvelles garanties de rupture conventionnelle collective. C'est pourquoi il ne sera plus nécessaire d'attendre que les difficultés économiques d'une entreprise se confirment au niveau mondial lorsqu'elles sont connues au niveau national. Il faut pouvoir agir vite et en toute sécurité. Je précise une dernière chose pour être complet. Une des 5 ordonnances rendra la prise en compte de la pénibilité enfin possible. Le compte pénibilité qui a été créé prévoyait toute une série de critères qui ont été mis en œuvre, mais prévoyait aussi que seraient mis en œuvre des éléments en fonction de déclarations faites par les chefs d'entreprise, sans que quiconque sache très bien comment tout cela devait être mis en œuvre. Autrement dit, on avait créé un droit, et certains s'en félicitaient, mais ce droit ne pouvait pas être effectif, ce qui désolait à la fois ceux qui sont attachés à l'effectivité du droit et ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. Grâce à ces ordonnances, nous avons trouvé le mécanisme qui permettra de garantir les droits acquis, de mettre en œuvre de façon effective ces droits acquis et en même temps de simplifier la vie des chefs d'entreprise et des entreprises qui doivent se concentrer sur leur métier, qui consiste à croître et à se multiplier. Au fond, mesdames et messieurs, c'est un ensemble de mesures cohérentes, équilibrées et ambitieuses que nous allons mettre en œuvre. Et je vais passer désormais la parole à Madame Pénicaud pour qu'elle vous présente de la façon la plus complète possible l'ensemble des mesures contenues dans ces ordonnances. Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs, le projet que nous vous présentons ce matin avec le Premier ministre, et nous l'assumons, c'est un projet de transformation du Code du travail d'une ampleur inégalée, qui est la première étape de la rénovation de notre modèle social.
Ce sont les grandes orientations du programme du Président et la feuille de route du Premier ministre qui ont tracé la voie. L'élection présidentielle, l'élection législative et le cadre légal que nous a fixé le Parlement par un projet de loi d'habilitation voté à une très large majorité après plusieurs semaines de débats intenses. La méthode, le Premier ministre l'a rappelé, c'est une concertation approfondie, aussi bien politique que technique, avec les organisations syndicales et patronales. Près d'une centaine de réunions, dont plus de 70 au ministère du Travail, soit au total plus de 300 heures de réunions avec les partenaires sociaux. Cette méthode, c'est un essentiel. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de trouver une voie concertée, pragmatique, ambitieuse, qui prenne en compte autant que possible, en gardant le cap, les sensibilités de chacun, les aspirations, les craintes, tout en maintenant l'ambition initiale. Les 5 ordonnances vont permettre 36 mesures concrètes et opérationnelles majeures qui vont changer non seulement le droit, mais aussi et surtout, à travers le droit, les comportements du dialogue social dans notre pays. Le Code du travail, législatif et réglementaire, fixe les principes et pose le cadre. Et c'est à l'intérieur de ce cadre que désormais la négociation fixera les règles de fonctionnement dans l'entreprise et dans la branche, avec beaucoup plus de décentralisation et beaucoup plus, comme on dit, de grain à moudre, c'est-à-dire de confiance dans les acteurs, employeurs, organisations syndicales, pour faire progresser à la fois l'entreprise et les salariés. Pourquoi ? Parce que notre vision, c'est que l'entreprise est un bien commun et c'est le lieu où peuvent converger la compétitivité économique et le progrès social. Mais pour ça, il faut dialoguer, il faut négocier, et il faut convenir ensemble des voies de progrès. Donc c'est un pari de la confiance, c'est un pari de la confiance et c'est un pari sur l'intelligence collective des entreprises, des salariés, de leurs représentants et au premier lieu d'entre elles, les organisations syndicales. Donc ce n'est pas simplement faire changer le Code du travail. Je crois que ce qui est en jeu, c'est changer l'état d'esprit du Code du travail. Et nous saurons, si nous avons réussi, si, dans les années qui viennent, la protection des salariés est toujours là, elle est adaptée au monde qui change, mais aussi la liberté, la capacité d'initiative des entreprises, la négociation sociale qui progresse dans un cadre juridique qui est dynamisant parce qu'il est sécurisé. Ce sera une impulsion déterminante pour l'investissement et l'emploi en France. Et c'est donc le pari que nous prenons avec les partenaires sociaux, car ce n'est pas la loi qui va tout régler. Elle va permettre cette dynamique, et c'est l'objet de ces réformes. Alors, ces 5 ordonnances se regroupent sur 4 thèmes clés. Le premier axe, c'est que pour la première fois, une réforme du Code du travail va donner la priorité aux TPE-PME. Le deuxième, c'est que faire confiance aux entreprises et aux salariés, ça veut dire leur donner la capacité d'anticiper, de s'adapter sur le terrain de façon simple, rapide et sécurisée. Le troisième axe, c'est que ce projet de réforme amène de nouveaux droits et de nouvelles protections pour les salariés dans un contexte du travail qui change. Et le quatrième axe, ce sera de nouvelles garanties pour les délégués syndicaux et les élus du personnel qui s'engagent dans le dialogue social, car si nous renforçons, et ce que nous voulons faire, la capacité de dialogue social au plus près du terrain, il faut que les acteurs soient outillés, soient formés et soient confiants pour le faire. Sur le premier point, pourquoi cette réforme du Code du travail donne la priorité aux TPE-PME ? Aujourd'hui, 95% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Et 55% des salariés travaillent dans les petites et moyennes entreprises. Et la majeure partie des créations d'emplois, elles sont dans les petites et moyennes entreprises. Donc, si on a un droit du travail qui ne répond pas aux aspirations des salariés des entreprises de petite taille, nous serions juste en train de faire un droit qui ne s'applique pas ou mal à la moitié des salariés en France. C'est pour ça que nous voulons faire cette priorité. Alors, il y a une difficulté, car nous voulons renforcer le dialogue social, mais la réalité, c'est que dans les entreprises de moins de 50 salariés, il y a seulement 4% de délégués syndicaux. Alors, on peut regretter ça, on peut dire que ce n'est pas bien, mais le résultat, c'est que du coup, les salariés et les entreprises de petite taille sont privés d'une capacité de négocier qu'ont les plus grandes, alors que finalement, leurs besoins sont aussi grands, au moins, de discuter au plus près du terrain comment faire converger la performance économique et le progrès social.
Nous ouvrirons donc un droit à la négociation qui est ouvert de façon réelle et pragmatique à toutes les PME, avec des modalités adaptées en dessous de moins de 50 salariés. Concrètement, en dessous de moins de 50 salariés, il sera possible de négocier dans les petites entreprises avec un élu du personnel, même s'il n'y a pas de délégué syndical, et ça va permettre d'ouvrir un champ entier de négociation sur tous les sujets. Nous voulons aller plus loin aussi sur les TPE, c'est-à-dire les moins de 11 salariés, où la notion de représentation a beaucoup moins de sens, puisqu'il y a un contact direct avec l'ensemble des salariés, et où nous allons élargir les possibilités de procéder par référendum, ou plus exactement par consultation, quelque chose adapté à la taille des entreprises, direct auprès des salariés pour négocier. Et nous ouvrirons cette possibilité aussi, s'il n'y a pas de délégué du personnel, jusqu'à 20 salariés. Donc toutes ces mesures, en fait, visent à une chose. Nous croyons au dialogue social entre l'employeur et les salariés, entre l'employeur et les représentants du personnel et les organisations syndicales, et nous cherchons et nous trouvons les voies concrètes et pragmatiques pour que l'idée de la négociation, l'idée du dialogue, l'idée qu'on a du grain à moudre et des choses à faire progresser ensemble soit possible à toutes les tailles d'entreprise au bénéfice des TPE. Un autre point important pour les TPE-PME, c'est la complexité du droit. L'insécurité du droit et la complexité du droit sont des freins à l'embauche. Non pas le contenu, mais l'idée même qu'on ne connaît pas le droit et donc qu'on peut se trouver en faute sans le savoir. Alors, il n'est pas possible. Le droit social est riche d'un héritage, il y a beaucoup de sujets. On ne peut pas faire un code du travail qui tient en 10 pages. Ça n'est pas possible. Par contre, ce que nous allons faire, c'est un code du travail numérique, accessible, compréhensible, qui pourra répondre aux questions des TPE, PME avec des exemples très concrets. Nous avons besoin de changer le tas de travail pour s'adapter à un nouveau marché. Que dois-je faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Qu'est-ce que je dois négocier avec mes salariés? Et donc, tout le Code du travail sera présenté sous forme numérique de façon accessible. Un autre point très important pour les TPE-PME, c'est la lisibilité en cas de licenciement, et en particulier s'il y a contentieux, c'est-à-dire si le salarié demande des dommages et intérêts et va au prud'homme. Alors, moi, je ne connais aucun chef d'entreprise, et certainement pas dans les TPE-PME, qui embauche des salariés avec l'intention et le désir de les licencier. Son but, c'est de faire grandir son entreprise, d'avoir des salariés compétents. Mais il arrive qu'il y ait des désaccords, il arrive qu'il y ait des problèmes de marché, et donc l'idée d'être dans une incertitude sur la rupture potentielle est un facteur dissuasif. Tous ceux qui connaissent des artisans, tous ceux qui connaissent des agriculteurs, tous ceux qui connaissent des petites entreprises ont des exemples de frein à l'embauche qui est un frein lié à l'incertitude. Et donc, c'est pour ça que nous mettrons en place un barème de dommages et intérêts impératif qui donne de la sécurité parce qu'il donne de la visibilité sur les contentieux potentiels. Ce barème ne s'appliquera pas dans les cas d'atteinte aux libertés fondamentales, telles les discriminations ou le harcèlement, mais pour les autres cas, il permettra d'avoir une visibilité aux deux parties de façon anticipée. Le point très important aussi pour les TPE-PME, c'est que cette visibilité comporte le sujet des vices de forme. Le vice de forme, c'est quoi? Si aujourd'hui, dans le droit actuel, un artisan, un agriculteur, une petite entreprise rédige mal sa lettre de licenciement qui est faite sur papier libre, eh bien, elle peut être condamnée. Le droit la condamne. Le droit la condamne au prud'homme, parce qu'il n'y a pas de distinction entre le vice de forme et le fond. Donc demain, dans les ordonnances, le vice de forme ne l'emportera plus sur le fond, ce qui permettra que des erreurs de forme de bonne foi ne soient pas pénalisantes. En revanche, évidemment, si c'est des infractions à la loi, au Code du travail, l'entreprise doit être sanctionnée sur le fond. Mais il y aura une distinction entre les deux. Et pour aider ça, il y aura également un formulaire type qui permettra, comme pour la rupture conventionnelle, à l'employeur, aux salariés, de connaître très bien leurs droits et devoirs, puisqu'on les rappelle, et surtout de faire quelque chose qui est valide tout de suite, et donc de ne se pas mettre dans une situation qui est difficile financièrement, mais souvent extrêmement pénible humainement dans les petites entreprises, pour les deux parties, par méconnaissance ou par erreur. Ensuite, il y a des éléments clés pour les TPE-PME, le Premier ministre l'a rappelé, c'est la question de la mise en œuvre de la pénibilité et plus exactement de ce qui va s'appeler maintenant le compte professionnel de prévention. Quel est le sujet? Il y a 10 critères en matière de pénibilité qui permettent à des salariés de partir 2 ans à la retraite à taux plein plus tôt. Et c'est une mesure juste. Simplement, les lois précédentes avaient prévu
6 critères qui étaient applicables tels quels et 4 qui étaient totalement inapplicables dans les TPE-PME, puisqu'il s'agissait de chronométrer quasiment heure par heure ce que faisaient les salariés pour savoir s'il y avait des risques. Donc, l'ordonnance 5 va régler ce problème en supprimant l'obligation de déclaration irréaliste pour les entreprises, et c'est surtout les TPE-PME que ça permet, mais en préservant les droits des salariés, et même un nombre important d'entre eux va pouvoir partir plus tôt sur la base d'un examen médical à la retraite anticipée dès l'année prochaine. Un autre point de clarification sur les règles du contentieux, c'est en cas d'inaptitude. Si un salarié a un problème d'inaptitude, qu'il va au prud'homme, eh bien aujourd'hui, le prud'homme doit juger du cas médical. Résultat, c'est une incertitude et surtout beaucoup de prud'hommes n'osent pas juger. Donc demain, il y aura tout simplement, c'est du bon sens, un expert médical qui leur donnera un avis pour qu'ils puissent juger. Enfin, 2 derniers points très importants sur l'accord entre la branche et l'entreprise pour les TPE-PME, c'est qu'on demandera maintenant aux accords de branche de prévoir des dispositions spécifiques, par exemple des accords types simples, qui tiennent compte de la réalité des TPE-PME, et la prise en charge des salaires et frais de déplacement des salariés de TPE-PME aura lieu pour qu'ils puissent participer aux négociations de branche, et donc que les négociateurs, tant patronales que syndicales, aient en tête la situation des TPE-PME, ce qui n'est pas toujours le cas. Le deuxième point, c'est faire confiance aux entreprises et aux salariés pour leur donner la capacité d'anticiper, de s'adapter de façon simple, rapide et efficace. Une mesure majeure, très forte, très puissante, qui s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit la taille, ça va être la possibilité de s'adapter rapidement aux évolutions à la hausse ou à la baisse du marché par accord majoritaire simplifié sur le temps de travail, la rémunération et la mobilité. Encore il y a quelques semaines, j'étais dans une entreprise qui voulait le faire et c'était très difficile car toutes les négociations sont segmentées, sont formalisées de façon lourde, alors qu'il y avait volonté des 2 parties de le faire. Donc ça va permettre, aussi bien en cas de croissance qu'en cas de difficulté, sous réserve d'un accord majoritaire avec les organisations syndicales et les représentants du personnel, d'aller beaucoup plus vite et donc d'allier la compétitivité économique, mais aussi la justice sociale, puisque l'accord majoritaire sera garant des droits des salariés. Dans les champs de négociation ouverts à l'entreprise, je vais donner 2 exemples. Les entreprises pourront désormais négocier, les entreprises et leurs organisations syndicales pourront négocier leur propre agenda social de négociation. Aujourd'hui, il est imposé. Ce n'est pas eux qui en décident. L'agenda social, le calendrier, le contenu et le niveau des consultations et le contenu de la base des données économiques et sociales. En gros, ce qui les concerne. Et puis, ils pourront, toujours par accord majoritaire, ils pourront aussi négocier de modifier les primes qui sont décidées dans les branches professionnelles. Par exemple, dans une entreprise très jeune, une jeune entreprise innovante, où il y a la moyenne d'âge est de 30 ans, eh bien, les salariés, comme l'employeur, pourront préférer de négocier une prime de garde d'enfants ou sur l'innovation plutôt qu'une prime d'ancienneté. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Demain, ça sera possible. Mais évidemment, s'il n'y a pas d'accord majoritaire, c'est l'accord de branche qui s'applique, bien évidemment. Un autre point qui est majeur, qui est probablement le cœur de ce qui va changer l'état d'esprit demain, c'est la création du comité social et économique, le CSE, fusionnant les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. C'est très important parce que c'est le lieu où vont pouvoir discuter à la fois l'économique et le social. Aujourd'hui, il y a des lieux où on discute la marche des affaires, l'organisation. Un autre lieu où on va discuter la santé, les conditions de travail, comme si ça n'avait rien à voir. C'est intrinsèquement lié. Et donc, si on veut articuler la compréhension économique et sociale, il faut un lieu où on peut négocier tout et où on peut articuler ces éléments. C'est l'objet du CSE qui permettra aussi d'éviter des redondances. Alors, bien sûr, il pourra rester en justice, il pourra recourir à l'expertise, il réunira l'ensemble des compétences des 3 instances fusionnées et nous discuterons dans les semaines qui viennent les moyens qui seront apportés au personnel. C'est une simplification majeure. Bien évidemment, nous ne voulons pas baisser la garde sur la santé, les conditions de travail et la sécurité. Donc, dans les entreprises de plus de 300 salariés, et là où il y a des secteurs sensibles, il y aura d'office une commission sur ces sujets et par accord majoritaire dans toutes les entreprises où ce sera souhaité. Enfin, il y a une piste qui est peut-être une piste d'innovation pour le futur, mais même si elle ne va pas concerner toutes les entreprises immédiatement, c'est la possibilité, par accord majoritaire toujours, de créer plus qu'un CSE, un véritable conseil d'entreprise.
Qu'est-ce que c'est un conseil d'entreprise? C'est non seulement l'information et la consultation, mais c'est aussi la capacité à négocier. Et donc, c'est un mode de dialogue social plus avancé qui correspond à un souhait de certaines organisations syndicales, de certains employeurs, certains entrepreneurs, d'aller beaucoup plus loin, d'aller plus loin dans la codécision. Et donc, ils pourront codécider toute une série de sujets, au moins les sujets égalité homme-femme, formation, mais ils pourront en décider d'autres, ils pourront revoir la gouvernance. Ça sera de leur initiative et je pense que ça sera un laboratoire intéressant pour un dialogue social renforcé. Un des points importants pour ce dialogue social, c'est comment gérer les ruptures collectives du travail. Donc nous n'allons pas changer les plans, les PSE, mais nous pensons nécessaire d'instaurer ce que nous allons appeler la rupture conventionnelle collective, c'est-à-dire des cas qu'on retrouve aujourd'hui dans les plans de départ volontaires, où il y a des départs volontaires et des entreprises qui souhaitent faire des réorganisations, et aujourd'hui, on ne les laisse pas décider ensemble sans se mettre dans une logique qui s'apparente au licenciement pour après redire qu'on part en volontaire. On ne leur laisse pas décider de ce qui les concerne. Donc demain, cette négociation, basée sur les départs volontaires exclusivement, pourra, comme la rupture conventionnelle individuelle, être homologuée par l'administration et être discutée par les deux parties. Une fois de plus, on fait confiance aux acteurs. Pour les expertises auxquelles on recourt les instances du personnel, nous voulons aller aussi dans cet esprit de co-responsabilité. Voilà, vous venez de suivre cette conférence de presse en direct, Muriel Pénicaud, donc qui détaille maintenant, qui rentre dans le détail de ces 5 ordonnances prévues par le gouvernement pour changer assez radicalement, il faut le dire, le droit du travail, en tout cas une réforme d'ampleur.